La forêt que nous avons ici, c'est un écosystème extrêmement complexe, mais essentiel à la vie. Un écosystème, c'est quoi? C'est l'ensemble des relations, des interactions qu'il y a entre tous les êtres vivants, entre toutes les espèces vivantes. Il y a aussi des réactions physico-chimiques qui existent et c'est ce que nous appelons le biotope. Et c'est l'ensemble de ces facteurs-là qui interviennent et qui font que la vie puisse exister et que l'être humain, dans cet ensemble, peut y retrouver une nécessité pour exister lui-même. La forêt a un rôle de soutien extrêmement important parce qu'elle est un espace pour la biodiversité, tant animale que végétale. Et on le voit ici dans cette forêt de Chazieux, le nombre d'habitats extrêmement important. Elle est la niche d'une quantité phénoménale de végétation, d'insectes, d'animaux qui sont ici. Donc le changement climatique va modifier le biotope, à savoir la température de l'eau, les précipitations, les compositions des sols et de fait l'ensemble de l'écosystème dont la forêt est un des éléments de stabilité. L'arbre est d'autant plus impacté puisqu'il est à la fois fixé au sol par ses racines et en relation avec l'atmosphère par son tronc et par son feuillage. Pour parler de changement climatique, il faudrait d'abord savoir ce qu'est le climat et comment il a évolué ces dernières années. Le climat, en gros, c'est l'ensemble des conditions de vie en un lieu donné qui sont liées à la température, qui sont liées aux précipitations. Le climat est intimement lié à l'atmosphère, l'air, à la croûte terrestre, la terre, l'eau, aussi bien liquide que gazeuse, les nuages, que solide, la glace. Et pour déterminer son évolution, il faut faire des statistiques. Un exemple pour reprendre un élément significatif, l'OREC, l'Office régional d'études des changements climatiques, nous en fournit quelques-uns. Par exemple, sur Clermont-Ferrand, on a noté une augmentation des températures. Pas régulier, en moyenne 2,1, c'est plus 3 en été et seulement plus 1,5 en hiver. Inversement, au Puy-en-Velay, la moyenne est de 1,8 seulement, avec 1,2 en hiver, 2,6 en été. En matière de climat, il faut se garder de conclusions hâtives. Pour ce qui est des précipitations, le fait significatif le plus marquant, c'est un déficit hydrique. Un déficit qui est plus marqué en été qu'en hiver, plus marqué au printemps aussi. On estime que cette évolution vient du fait que l'évapotranspiration due à l'augmentation de la température provoque un assèchement et une perte du volume d'eau. Si nous nous inquiétons, ce n'est pas pour la forêt elle-même. La forêt, elle a déjà changé et elle peut très bien se débrouiller sans nous. Il y a une alarme, une vraie alarme, mais cette alarme, elle est pour l'homme, à cause de tous les services que la forêt lui rend. Alors, nos forêts sont-elles capables de s'adapter au changement climatique? Le changement climatique, c'est quelque chose qu'on avait rarement vu à échelle humaine. C'est un phénomène qui est très très rapide, donc on a des changements qui sont très brutaux, que ce soit sur la température, l'humidité, les précipitations, enfin, c'est des choses qu'on entend régulièrement à la télé. Il va falloir en fait que finalement les plantes, les forêts arrivent à suivre le rythme de ces évolutions climatiques alors qu'elles étaient jusqu'à présent adaptées à un climat relativement constant. Et là, il va y avoir des bouleversements assez forts. Et quand on parle de s'adapter, ça a un sens évolutif, c'est-à-dire qu'on parle sur des milliers, des millions d'années où les espèces évoluent. C'est la théorie de Darwin, mais c'est un phénomène qui prend énormément de temps. Et ça demande aussi à ce que les bouleversements climatiques finalement ne soient pas trop rapides, parce que sinon les espèces n'ont pas le temps de s'adapter. Et c'est ce qui est en train de se produire, c'est que finalement ce changement climatique il va trop vite et on a peur que les espèces ne soient pas capables de s'adapter vraiment. Alors il y a des chances qu'elles puissent aussi s'acclimater. S'acclimater, c'est un phénomène qui a une échelle de temps beaucoup plus courte. Et c'est, s'il y a une petite sécheresse de 2-3 mois, tout d'un coup, on va avoir un fonctionnement des feuilles, par exemple, qui vont faire qu'on va réduire la consommation d'eau pour économiser la ressource. Bon, pourquoi pas. Mais ça demande aussi à ce que derrière, finalement, le climat, ou la météo, en tout cas à cette échelle-là, redevienne un petit peu plus clémente pour que la plante fonctionne. Donc là, on aurait de l'acclimatation,
Mais là encore, le changement climatique va très très vite. Et finalement, ces petits moyens de régulation des plantes risquent de ne pas suffire et de mener ces plantes-là qui finalement ne sont pas équipées en termes fonctionnels pour supporter ces changements de climat, et bien tout simplement soit évincées finalement de ces milieux-là. Vous êtes ici au laboratoire PIAF, qui est un laboratoire mixte entre l'INRA et l'Université d'Auvergne, et on travaille sur la physiologie des arbres, et en particulier sur l'impact des facteurs de l'environnement sur la croissance et la survie des différentes espèces forestières. On a mis des petits êtres en condition de sécheresse, donc ils sont en pot, en arrêt d'irrigation, pendant plusieurs semaines. On va suivre tout un ensemble de paramètres physiologiques qui nous permettent de renseigner leur fonctionnement. Et donc sa réaction, ça va être de fermer ses stomates. Et donc c'est ce qu'on voit sur cette courbe-là, hein, c'est le degré d'ouverture des stomates ou le degré de transpiration. Et on voit que très rapidement, la plante ferme ses stomates et la conséquence, c'est qu'elle va éviter sa déshydratation. Par contre, si la sécheresse se produit, la plante va continuer à se déshydrater et puis il va arriver un moment où les vaisseaux vont commencer à caviter, à se remplir d'air. Et c'est ce qui est représenté ici sur la courbe rouge, où on voit que progressivement, les vaisseaux se remplissent d'air et on arrive au bout de quelques semaines à avoir complètement embolisé le système vasculaire. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir quel est l'impact physiologique de cette cavitation. Et pour ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris toute une série de plantes en différents lots et on les a réhydratées à différents niveaux de déshydratation. Donc c'est ce qu'on voit ici. Lorsqu'on a des plantes qui ont été mises en sécheresse pendant 6 semaines, lorsqu'on les a réhydratées, il n'y en a aucune qui a dépéri. Elles ont toutes repris leur croissance. Par contre, vous voyez qu'à partir de la 6e, 7e semaine, on commence à atteindre le seuil de viabilité de ces plantes, on atteint le seuil de mortalité, et qu'en fin d'expérimentation, au bout de 12 semaines, toutes les plantes étaient mortes l'année suivante. Les températures chaudes à l'automne vont empêcher les arbres de s'acclimater au froid. Donc ils vont être plus vulnérables à la première gelée qui va arriver. Également, des températures plus chaudes au printemps vont accélérer les dates de floraison. On aura des floraisons plus précoces et donc des fleurs exposées aux dernières gelées, aux gelées tardives. Pour mieux résister au gel, les arbres vont concentrer leur contenu cellulaire. Comme on observe lorsqu'on met du sel sur les routes, on abaisse le point de congélation. Là, ils utilisent leurs réserves qu'ils ont acquises pendant la saison de végétation sous forme d'amidon et ils vont le dégrader sous forme de petites molécules, donc des sucres solubles, ce qui va concentrer le contenu cellulaire alors que l'amidon diminue. Ceci permet de baisser le point de congélation dans les cellules et de favoriser la prise en glace à l'extérieur des cellules. Cette prise en glace va dessécher d'autant plus les cellules et abaisser d'autant plus le point de congélation. On observe donc ces dynamiques de conversion d'amidon en sucre soluble au cours de l'hiver avec une augmentation de la résistance au gel, une diminution de la température à laquelle il résiste. Puis, à la fin de l'hiver, au début du printemps, on observe une reformation de l'amidon et une diminution des sucres solubles. La dynamique inverse se produit et les arbres se désendurcissent. Pour étudier les effets génétiques et environnementaux, on s'appuie sur un verger expérimental qui a été mis en place dans différents sites dans la France. Donc un à Angers, en conditions océaniques plutôt fraîches, un en Lot-et-Garonne, en conditions océaniques plus chaudes, deux en conditions méditerranéennes, fraîches et plus chaudes, donc aux alentours de Nîmes et dans la Drôme, et le plus froid là, qui est ici à Clermont-Ferrand, afin de voir donc l'effet de l'environnement, de la température et de la photopériode sur les marqueurs phénologiques, que ce soit la floraison, la maturation des fruits, la chute des feuilles. Pour chaque espèce étudiée, on a des phénotypes qui sont plus précoces ou plus tardifs. On a donc une grande variabilité génétique et une grande variabilité environnementale entre nos différents sites. Alors, pourquoi s'intéresser à la résistance des arbres au vent ? Je crois qu'on a tous en tête les images catastrophiques de nos forêts au cours de ces dernières années, notamment la tempête de 1999 ou encore 2005.
Et c'est souvent cette vision d'aléa climatique que les personnes ont de l'effet du vent sur les arbres. Mais en fait, quand on étudie cette image qui est présentée, on se rend compte que les arbres ne répondent pas de la même manière au moment des tempêtes. Comme ici, on peut le voir, les arbres en lisière ne sont pas tombés, alors qu'il y a une forte casse des arbres au sein de ces forêts. Et donc, alors pourquoi certains arbres sont plus résistants que d'autres ? C'est ça qu'on cherche à comprendre au sein de notre équipe de recherche. Et en fait, on s'est rendu compte que les arbres sont capables de percevoir également l'effet du vent courant. C'est cette réponse qu'on cherche à comprendre. Et donc, en fait, les arbres résistent plus ou moins bien sûr en fonction des essences qu'on étudie, mais aussi de l'histoire mécanique que ces arbres ont perçue. Quand on parle de changement climatique global, on oublie souvent aussi que le vent va être modifié. En tout cas, les prédictions au niveau européen sont que la fréquence des tempêtes va augmenter, alors que le vent courant va diminuer. Et donc, notre question, c'est comment, dans le futur, les arbres vont-ils être capables de résister au vent ? Alors, qu'est-ce qui se passe quand un arbre est au vent tous les jours ? Eh bien, il s'acclimate. Alors, qu'est-ce que c'est que l'acclimatation des arbres ? C'est la modification complète de leur développement. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder comme type de développement ? On va regarder la croissance à hauteur des arbres, on va regarder leur croissance en diamètre des arbres et on va regarder leur enracinement. Et typiquement, un arbre qui est au vent tous les jours, qui subit le vent, qui a ses organes qui sont déformés par le vent tous les jours, va voir une croissance en hauteur qui va être un petit peu diminuée, va voir son diamètre qui va augmenter et son système racinaire qui va être augmenté. Donc comment nous on étudie ça au sein de l'équipe ? On va mimer l'effet du vent sur les arbres. Comment on va mimer l'effet du vent ? Alors on ne va pas mimer l'effet séchage, des feuilles et autres, on va mimer juste l'effet mécanique de la déformation qui est appliquée par le vent sur les organes. Alors on va fléchir ces arbres régulièrement, tous les jours, on va les fléchir, on va leur faire comme s'il y avait un petit coup de vent tous les jours, et puis on va observer leur croissance. Alors ici par exemple, on peut observer qu'on a des arbres qui ont été fléchis régulièrement à droite, tous les jours, un petit peu, et puis des arbres qui n'ont pas du tout été fléchis. Donc on fait ça dans une chambre de culture, sans vent du tout. Et puis on va observer au bout de quelques semaines qu'on a une grosse différence de croissance en hauteur. Ce qu'on va observer aussi, et ça on va le mesurer grâce à des petits robots qui vont mesurer régulièrement le diamètre des troncs, on va observer la croissance en diamètre des tiges. Alors qu'est-ce qu'on va regarder ? Ici, sur la courbe noire, vous avez un arbre témoin, donc qui n'a pas du tout été fléchi. Et puis, vous avez des arbres qu'on a fléchis régulièrement sur la courbe rouge. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit ? On s'aperçoit qu'on a vraiment une très très forte augmentation du diamètre de la tige. Alors qu'est-ce que ça a comme conséquence, ça, d'augmenter sérieusement le diamètre de la tige ? Une tige, quand elle est beaucoup plus grosse, elle est beaucoup plus difficile à fléchir au coup de vent d'après. Comme on a fait une flexion toujours dans la même direction, on va avoir une direction dans laquelle il y a eu une croissance qui était plus importante que l'autre. On a une tige qui s'est ovalisée, et elle s'est ovalisée dans la direction où on a fait les sollicitations les plus importantes. Alors c'est ce qu'on voit sur ce graphique. On voit que sur des arbres témoins, donc des arbres qui n'ont jamais été fléchis, perturbés mécaniquement, on a une ovalisation qui reste à zéro, c'est-à-dire tout simplement qu'ils ont leur section qui est restée ronde. Sur les arbres qu'on a fléchis toujours dans la même direction, on voit que jour après jour, on a une ovalisation qui s'agrandit, qui devient plus importante et qui va renforcer donc la tige mécaniquement dans cette direction préférentielle. Donc à ce stade de nos recherches, on peut se demander quelles sont les finalités de ces travaux que nous menons au sein de l'équipe Méquin. Et donc une des finalités pourrait être de sélectionner des génotypes capables de mieux s'adapter aux flexions, de répondre plus activement ou de percevoir plus rapidement le vent ou avec une meilleure efficacité. Les autres sorties qu'on peut envisager, c'est de donner des conseils aussi aux gestionnaires forestiers. Les arbres, en fonction de la sylviculture qui est menée, peuvent plus ou moins bouger. S'ils sont très serrés, ils ont moins de capacité à bouger parce qu'ils sont portés par leurs voisins. Donc on peut avoir des conseils pour essayer de faire une sylviculture qui permette aux arbres de continuer à bouger, de continuer à sentir les déformations et à acclimater en permanence au vent, de manière à être plus résistants lors des tempêtes. Chaque espèce a ce qu'on appelle des traits fonctionnels, c'est-à-dire des caractéristiques de fonctionnement qui lui sont propres et qui sont en général aussi adaptées aux autres espèces qui sont présentes sur l'environnement.
Donc si on intègre des espèces invasives par exemple, avec des espèces qui sont capables de capter énormément de ressources parce que justement il y a ces contraintes climatiques, elles vont rien laisser aux autres et finalement ça va complètement bouleverser le changement non seulement d'un point de vue climatique, mais aussi via les interactions biotiques, c'est-à-dire entre les êtres vivants. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui est important, et de se dire que non seulement le climat va jouer, mais peut-être aussi les espèces qui vont interagir différemment entre elles et pouvoir faire basculer finalement ces interactions et l'équilibre qu'il y avait jusqu'à présent. Parmi les incidents qui concernent le milieu forestier, on peut rappeler que les incidents certainement les plus marquants pour les forestiers, ce sont les tempêtes. Donc on en a subi deux crises sur la zone, on va dire, Massif central, un petit peu au sens large. La première qui date de 82, qui est historique et que les forestiers connaissent parfaitement. Et puis on a eu la deuxième de décembre 99. Parmi les incidents climatiques, ceux qui aussi sont peut-être un peu moins marquants sur le plan du choc, on va dire, pour les propriétaires forestiers, mais qui sont très marquants pour la forêt, ce sont aussi les sécheresses. Et parfois, les sécheresses accompagnées de canicules importantes. Et donc, on retrouve parmi ces événements-là, un événement majeur que les forestiers aussi connaissent très très bien, ce sont la sécheresse canicule de l'été 2003, qui a été vraiment très marquante pour nos peuplements, et qui a été un facteur déclenchant d'un certain nombre de dépérissements et de présence et de pullulation d'insectes, notamment de ravageurs de faiblesse. Mais pourquoi ils sont venus à cette période-là ? Ils sont venus à cette période-là parce qu'on a subi auparavant différentes sécheresses, et donc plutôt un enchaînement de sécheresses d'ailleurs sur ce territoire-là. Et donc les analyses qu'on a fait à partir de données bioclimatologiques qui prennent en compte à la fois le peuplement forestier, le sol et le climat, montrent qu'on a subi au cours de l'année 2015 et 2016 des sécheresses parmi les plus sévères depuis les 30 dernières années. La biodiversité forestière, elle est d'autant plus importante, notamment dans le contexte de changement climatique, puisque c'est important dans les forêts d'avoir un maximum de biodiversité pour qu'elles puissent avoir cette capacité de ce qu'on appelle de résilience, c'est-à-dire de pouvoir réagir à un ensemble de perturbations, notamment d'ordre naturel. Ce qui est important dans cette biodiversité forestière, c'est aussi toute la biodiversité qui est liée au bois mort, puisque contrairement à certaines idées reçues, le bois mort en forêt, c'est pas forcément signe de forêt mal entretenue ou mal gérée, c'est vraiment un maillon essentiel de cette biodiversité, puisqu'en fait on considère qu'il y a à peu près une espèce sur 4 en forêt qui est liée au bois mort. Des espèces qui vont utiliser ce bois mort pour se reproduire, pour s'abriter ou pour se nourrir. Donc dans les espèces liées au bois mort, et notamment dans les forêts anciennes, dans lesquelles en fait on a eu cette continuité du couvert boisé et cette stabilité de la forêt dans le temps, on va trouver des espèces qui sont très spécifiques, très rares, même à l'échelle nationale. On a notamment un groupe que l'on appelle les Coléoptères saproxyliques. Donc en fait ce sont tous les petits scarabées qui sont liés au bois mort. Et plusieurs études dans différentes forêts en Auvergne, notamment dans les gorges du Chavanon, ont montré la présence d'espèces très particulières qui, elles, sont en fait des reliques glaciaires. Donc ce sont des espèces qui ont besoin d'une stabilité du couvert dans le temps et qui vont se réfugier dans ces secteurs où l'on a du bois mort. La loi reconnaît d'intérêt général la protection et la mise en valeur des bois et des forêts, ainsi que le reboisement, la conservation des ressources génétiques forestières et la biodiversité, la protection de la ressource en eau et de la qualité de l'air, la protection ainsi que la fixation des sols dans les zones de montagne, et puis le dernier point qui nous concerne aussi de manière très significative, c'est la fixation du dioxyde de carbone par le bois et les forêts, mais c'est aussi le stockage du carbone dans le bois et dans les forêts et dans les sols. Donc le bois, les produits fabriqués à partir de bois contribuent ainsi à la lutte contre le changement climatique. Il est important, au vu du rythme qu'on a en termes de gestion des forêts, de commencer relativement tôt à anticiper ce risque climatique et à anticiper un petit peu l'aménagement et l'organisation de nos forêts pour en faire des forêts qui soient plus aptes et plus résilientes au changement climatique. La grande stratégie qu'on propose généralement aux propriétaires et aux gestionnaires, c'est déjà de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, et notamment en misant sur le mélange d'essences. D'un point de vue de la biodiversité, c'est très intéressant, puisque autant il y a d'essences différentes, eh bien, autant d'espèces on peut accueillir. Et une forêt avec beaucoup de biodiversité, c'est un écosystème en bonne santé, et c'est une forêt qui est plus à même de se battre contre des difficultés, des attaques de parasites. Et la deuxième grande recommandation qu'on peut être amené à faire, c'est d'avoir une sylviculture plus dynamique, réussir à intervenir de manière légère mais très régulièrement
pour donner de la place aux houppiers des arbres. Donc c'est un peu leur poumon, hein, c'est leur organe de vie, on va dire. Et donc pour que ces arbres soient les plus vigoureux possibles, puisqu'un arbre vigoureux, c'est un arbre qui se défend, encore une fois, mieux en période de sécheresse ou contre les parasites. Alors on a tendance effectivement à favoriser la régénération naturelle, puisque ça a l'avantage quand on la laisse venir, quand on permet son installation et ensuite qu'on l'accompagne, eh bien de moins intervenir sur le sol forestier. On profite de ce que la nature produit d'elle-même. Donc il y a une forme de respect du fonctionnement de l'écosystème forestier. Donc on a constaté dans certains cas déjà révélés de forêts qui ne sont plus adaptées au climat actuel, c'est-à-dire des forêts qui se sont écroulées par attaques parasitaires, par dessèchement des arbres. On a des situations compliquées, hein, notamment sur des pessières, sur des sapinières, hein, des forêts d'épicéas, des forêts de sapins. Face à ces situations, nous nous posons la question de la reconstitution de la forêt par l'implantation de nouvelles essences. Alors c'est un dispositif qu'on met en place avec un terme qu'on appelle les îlots d'avenir. Ces îlots d'avenir consistent à implanter dans des secteurs forestiers dans différentes configurations climatiques, différentes essences en fonction de l'altitude, du climat, de la station forestière, de l'approvisionnement en eau, de la profondeur du sol. Et on va essayer, tester l'implantation de nouvelles essences. Selon deux grandes familles. La famille des essences déjà existantes sur notre territoire, mais qu'on va migrer vers le nord. On va chercher des essences qui existent dans le sud, là où il fait plus chaud, et on va les essayer vers le nord. On a par exemple des sapins pectinés, qui poussent très bien dans les Alpes-Maritimes. Ces sapins présentent un patrimoine génétique adapté aux étés très chauds des Alpes-Maritimes. On va faire remonter certains de ces sapins dans le nord des Alpes en reconstitution de peuplement. La deuxième famille de tests, c'est d'aller chercher des essences qui n'existent pas chez nous. Des essences qui sont dans des situations climatiques actuelles qui ressemblent aux situations climatiques futures des forêts que nous gérons. C'est pour ça que je prends l'exemple de cèdre de l'Atlas, hein, qui nous vient du Maroc, qu'on va essayer de réimplanter à titre expérimental dans les pentes du Diois. Le Diois, dans la Drôme, présente des caractéristiques climatiques aujourd'hui qui n'ont rien à voir avec celles de l'Atlas, mais dans 100 ans, j'ose espérer me tromper, rien ne dit qu'on ne sera pas proche de certaines variations saisonnières, de température estivale, de manque d'eau en été, mais aussi de manque d'eau en hiver. C'est ça un des problèmes principaux du changement climatique. Donc on va faire ces tests de substitution en ayant le souci de la préservation des enjeux en matière de biodiversité. On essaye de ne pas jouer aux apprentis sorciers. Hein. L'histoire forestière ou agricole a montré que parfois ces importations pouvaient présenter plus de risques et d'inconvénients que de bénéfices. Donc on va suivre ça de près. Et puis en essayant de faire en sorte que tout ça constitue une mosaïque au sein des paysages sans faire de grands soirs où d'un coup on change tous les épicéas en cèdre de l'Atlas ou tous les sapins en robinier. Voilà, on n'est pas dans ces caricatures-là, on est dans des tests, c'est pour ça qu'on a appelé ça des îlots d'avenir. Îlots pour montrer qu'on est dans des tailles réduites de choses qu'on va tester, et d'avenir pour montrer qu'on veut voir à l'avenir ce que ça donne. À travers le projet Sylvae, le conservatoire s'intéresse aux forêts anciennes et matures pour les laisser en libre évolution. L'intérêt, notamment dans un contexte de changement climatique, c'est de pouvoir avoir des îlots de forêt qui soient en fait en gros des laboratoires vivants dans lesquels on pourra suivre l'évolution de la forêt sans intervention humaine et donc voir comment ces écosystèmes réagissent dans un contexte de changement global et notamment de changement climatique. Donc le Conservatoire d'espaces naturels d'Auvergne se lance actuellement dans un projet appelé Sylvae. Le principe est simple en fait, c'est de mener l'acquisition de parcelles de forêts anciennes et si possible matures, pour les laisser en libre évolution. Donc c'est évident, on est dans une période de perturbation climatique, pour ne pas parler de réchauffement climatique. Donc c'est sûr qu'il y a des impacts sur les espaces forestiers. Par contre, c'est toujours intéressant aussi de regarder un petit peu dans le rétroviseur. Et on sait que juste avant le nouvel âge glaciaire qu'on avait eu à la sortie du Moyen-Âge, avant on avait eu une période plutôt de réchauffement.
c'est attesté dans les monts du Forez par une augmentation en altitude de l'habitat permanent. Donc ça veut dire que les populations étaient capables de survivre à leurs propres besoins en cultivant à une altitude beaucoup plus haute. La forêt qu'on a aujourd'hui, elle est aussi le résultat de ces différentes périodes. Donc elle est capable de résister et d'avoir une réactivité par rapport à ces perturbations climatiques. Dans le cadre du changement climatique, donc, on assiste de plus en plus souvent à des périodes de végétation où il y a une forte sécheresse ou un manque d'eau. Donc, pendant la période de végétation, donc la période estivale où il a besoin de beaucoup d'eau. Et donc, il faut qu'on soit très vigilant au conseil qu'on donne aux propriétaires par rapport à cette essence qu'est le sapin. Il ne faut pas qu'on lui fasse investir sur une parcelle de sapin alors qu'il y a de gros risques que d'ici 30 ou 40 ans, le sapin ne soit pas adapté à la station et qu'il dépérisse avant d'avoir atteint la grosseur optimale. À l'avenir, le sylviculteur devra être vigilant à l'état de santé de ses forêts. Il devra être capable de faire un diagnostic, en tout cas d'avoir une vision et d'être relativement réactif parce qu'il faut s'attendre à ce que les crises sanitaires soient malheureusement de plus en plus nombreuses. Utiliser plus de bois dans la construction permet aussi d'atténuer le changement climatique. Donc il y a un lien très fort à trouver avec l'économie, avec les marchés, avec les nouveaux produits, avec les transformateurs et la seconde transformation pour pouvoir utiliser au mieux ces bois, trouver des produits innovants et ensuite essayer de faire au mieux pour repartir sur des forêts qui soient un peu plus adaptées avec un peu moins de risques par rapport au changement climatique. Nous n'aurons pas demain les mêmes forêts qu'aujourd'hui. Il faut donc qu'on s'adapte, nous dans la forêt, les scieurs dans leur manière de scier, les transformateurs dans la manière de transformer, les vendeurs dans la manière de faire valoir les atouts des produits qu'ils ont à vendre. Et puis, il faut aussi que les consommateurs adaptent leur consommation. Je prends souvent l'exemple de ce consommateur qui va aller chercher du bois dans n'importe quel magasin ou un meuble pour sa cuisine sans se soucier de savoir que ça vient d'un arbre qui était dans une forêt et qui, quand il va se promener et va rencontrer un bûcheron, va dire pourquoi ce bûcheron coupe-t-il un arbre. C'est un acte de consommation qui est relié à une trajectoire de filière qui est une filière locale, non délocalisable, parce que les arbres ne peuvent pas bouger, et qui permet de générer de l'emploi et de la richesse sur les territoires. C'est très vertueux comme filière, elle a aussi une vertu en matière de stockage de carbone et de substitution par rapport à d'autres matériaux moins vertueux. Il faut donc que l'ensemble des acteurs s'adaptent et se préparent à avoir des nouvelles essences à travailler. Je prendrai le cas de figure de ce qu'on rencontre dans les forêts de montagne, où on a principalement aujourd'hui des forêts de résineux, sapins et épicéas. Les sapins et épicéas sont parmi les essences qui sont mis à risque vis-à-vis du climat et qui vont se voir colonisés tout naturellement par le hêtre. Le hêtre est une essence de montagne, pas seulement de montagne, mais aussi de montagne, qui va monter en altitude et prendre la place naturellement du sapin et de l'épicéa. Alors que faut-il faire ? Lutter contre la remontée du hêtre et essayer de rêver une forêt de sapins et d'épicéas parce qu'elle, on sait quoi en faire, ou s'adapter à la présence du hêtre et travailler aussi bien dans la recherche technologique que scientifique à l'utilisation du hêtre dans la construction, dans la menuiserie, savoir valoriser ces essences-là. Nous sommes devant un bâtiment qui s'appelle la Maison de la Forêt du Bois et qui est un bâtiment construit en bois. Il participe à la lutte contre le changement climatique. Il atténue le changement climatique parce que le carbone de l'atmosphère a été stocké par les processus de photosynthèse dans le bois et il est stocké ici durablement dans le bâtiment. Tant que le bâtiment n'est pas détruit, le carbone, il n'est pas dans l'atmosphère, il est dans le bois. Et en plus de ça, non seulement il est stocké, mais même il s'est substitué à une autre matière. On aurait pu construire ce bâtiment en acier, on aurait pu le construire en béton. Acier et béton sont des matériaux beaucoup plus carbonivores que le bois. Donc le bois stocke et se substitue. Mais pour avoir ce bois dans ce bâtiment, il est important d'avoir le couple
c'est-à-dire des forêts qui produisent du bois et des scieurs qui le transforment pour pouvoir le mettre dans le bâtiment. On a un sujet de responsabilité de consommation qu'il faut aussi appréhender avec le grand public. L'acte de l'achat de bois par le consommateur est un acte qui a des conséquences sur toute la filière. Si le consommateur veut acheter du bois toujours moins cher, c'est du bois qui sera plus scié par nos scieurs et qui viendra plus de nos forêts à nous. Et là, le consommateur peut se retrouver l'acteur d'une déforestation importée. La déforestation importée, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je suis content, j'achète du bois pour toutes les valeurs qu'il présente. Mais je ne me soucie pas de savoir d'où il vient. Et quand on achète du bois aussi peu cher qu'on se dit, dis donc, c'est un bon coup, regarde comme il n'est pas cher, je donne ma main coupée que ce bois, il nous vient soit du Brésil, soit d'Indonésie. Et qu'il arrive, d'ailleurs, il ressemble à certains de nos résineux, à certains de nos bois, c'est du pin du Brésil, il y a des plantations de pin du Brésil. Et on va acheter quelque chose qu'on croit être du bois de montagne parce que ça ressemble à notre pin, à nos sapins, à nos épicas, et en fait, c'est de la déforestation importée. Il s'agit collectivement, et c'est une responsabilité qu'il faut qu'on ait ensemble, de travailler sur une prise en considération par l'ensemble du public, l'ensemble de ceux qui ont une responsabilité dans l'achat du bois. Les arbres ont peu de marge de manœuvre en tant qu'individus. Face à ces changements extrêmes, gel et sécheresse, ils ont peu de variabilité génétique et phénologique. De plus, la diminution des vents réguliers limite leur capacité d'acclimatation. Ces événements qui peuvent être successifs affaiblissent les arbres. C'est là qu'interviennent les ravageurs et autres maladies qui finissent le funeste travail. Donc la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que l'homme peut faire ? Alors tous nos interlocuteurs, ils se sont accordés à dire quoi ? Qu'il fallait une gestion plus dynamique et plus adaptative, c'est-à-dire des interventions régulières, même plus régulières, sur la forêt, et moins lourdes. Et on a vu que c'était aussi important d'augmenter la capacité de résilience des forêts. Et ça veut dire qu'il faut qu'elles soient mélangées en espèces et aussi en classes d'âge. Et là, les forêts anciennes et les forêts matures, elles sont hyper importantes pour comprendre aussi leur évolution sur les cycles longs et peut-être leur capacité d'adaptation, d'acclimatation au changement climatique. Bon, le changement climatique est là. On a vu que ses conséquences sur la forêt étaient indéniables. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas encore agir pour en atténuer les conséquences ?